Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. Intensification des échanges commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne qui ont franchi un nouveau cap en 2024, plus de 60 milliards d'euros, un chiffre en hausse de 7% par rapport à 2023 selon une note publiée par la délégation de l'Union européenne au Maroc. Un déséquilibre qui persiste au niveau de la balance commerciale. Les exportations marocaines vers l'Union européenne représentent un peu plus de 25 milliards d'euros, tandis que les importations ont atteint plus de 35 milliards d'euros. L'Union européenne représente peu de la moitié des investissements étrangers réalisés au Maroc en 2024. En tout cas, partenariat Maroc-UE, un partenariat stratégique privilégié et renforcé. Nous allons en parler de ce partenariat avec Mohamed Ben Chekroun. Vous êtes professeur au South Europe College. C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Éco. Le plaisir est partagé. Merci infiniment pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce partenariat économique, commercial, entre le Maroc et l'Union européenne, tout d'abord? Alors, donc, c'est un partenariat qui est historique, stratégique, car le Maroc et l'Union européenne avaient signé un accord de traité d'association en 1996, qui est entré en vigueur en 2002 et qui a permis effectivement de nous intensifier à travers des accords de libre-échange intensifiés et approfondis vers la fin des années 2010. Donc, nous avons des échanges économiques qui se rapprochent de 60 milliards d'euros. Nous exportons principalement les produits d'agriculture, les produits agroalimentaires, du textile, des composants automobiles, aéronautiques et aussi donc, du phosphate et du phosphate dérivé. Par contre, ce que nous importons, c'est beaucoup plus important. Nous avons un solde déficitaire. Nous importons des produits, des immobilisations que nous ne sommes pas encore en mesure d'asseoir une souveraineté industrielle locale, comme les biens d'équipement, comme par exemple le pétrole raffiné. Et donc, c'est ce qui crée ce déséquilibre. Effectivement. Donc, mais en tout état de cause, le devenir et le présent originel et naturel du partenariat Union européenne et Maroc, c'est une interdépendance économique, une interdépendance politique et aussi des enjeux stratégiques par rapport sécuritaire et autres. Une interdépendance, vous l'avez dit, économique, un partenariat économique qui doit se faire aujourd'hui sous le signe du mutuellement bénéfique et du partenariat gagnant-gagnant. Bien sûr, c'est le traité de base, c'est-à-dire que dès lors que nous signons un traité d'association qui implique effectivement l'élimination des tarifs douaniers, c'est-à-dire que nous devons appliquer cela au bout des choses. Maintenant, la réalité, c'est que nous avons, malheureusement, ils nous ont imposé des tarifs compensatoires et des tarifs anti-dumping sur des jantes en aluminium qui sont produits au Maroc à Kenitra. Et ça, encore une fois, comme je l'avais dit précédemment, ce n'est pas un signe d'un rapprochement volontaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas appliquer, on ne peut pas appliquer les tarifs douaniers lorsque cela sert les intérêts de l'économie européenne et mettre des tarifs douaniers lorsqu'on voit l'émergence d'une industrie marocaine qui gagne en crédibilité et qui arrive à pénétrer le marché européen. Donc c'est cela un petit peu, on va dire, l'axe d'amélioration sur lequel nous devons travailler afin d'asseoir un pouvoir de négociation un peu plus fort du côté marocain. Et rester sur donc, cet aspect mutuellement bénéfique et puis de partenariat gagnant-gagnant. Tout à fait. Tout le monde doit y gagner. Si on devait parler de ce partenariat en chiffres, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, on peut dire que la France et l'Espagne, ce sont les deux premiers clients et les deux premiers fournisseurs pour l'économie marocaine. Donc, nous sommes sur un volume total de 60 milliards de dollars d'échanges. L'Union européenne est le premier investisseur étranger direct au Maroc. Au Maroc. Les entreprises européennes sont très investies, sont très impliquées dans le développement des infrastructures marocaines. Je prends l'exemple d'Alstom qui a gagné l'appel d'offres pour le déploiement des trains qui va relier Kenitra à Marrakech. Les entreprises espagnoles sont aussi impliquées dans le développement de l'hydrogène vert
au niveau du Sahara marocain. L'entreprise Veolia, qui est une entreprise française, a gagné l'appel d'offres pour le projet de dessalement qui est situé à Rabat, et qui sera implanté à Rabat. Donc, nous pouvons dire que la domination ou la présence des entreprises européennes sont tellement fortes que cette interdépendance est accentuée, d'où effectivement l'intérêt du Maroc à trouver un positionnement. Elle doit, dans son intérêt, de diversifier ses partenaires afin effectivement d'être de moins en moins dépendant d'un seul partenaire qui pourrait effectivement limiter sa force de frappe dans son pouvoir de négociation. Une stratégie de diversification des partenaires qui a déjà été dans tous les cas enclenchée, des efforts et des nouveaux partenariats qui sont noués, on le voit, avec l'alliance notamment avec le continent asiatique, certains pays du continent asiatique. Maintenant, le problème qui se pose peut-être, il se pose au niveau de la logistique. Plus les partenariats sont diversifiés, peut-être loin, plus ça rend les échanges, on va dire, difficiles. Bien sûr. Il faut qu'il y ait la volonté de diversification. Nous devons effectivement nous acheminer vers une multiplication des partenaires. Mais la réalité est que, du fait qu'on soit à 14 km de l'Europe, la réalité nous impose à ce que l'Europe va rester toujours le premier partenaire principal. Maintenant, le Maroc doit jouer un rôle de distinction et quel apport d'avantages comparatifs qu'ils peuvent apporter à l'Union européenne. Et le Maroc a depuis les années 2000 a fait un travail extraordinaire pour être une porte d'entrée pour les intérêts européens en Afrique. Et donc c'est ça un petit peu le point fort, l'avantage comparatif que l'on pourrait apporter, c'est-à-dire que si l'Europe veut effectivement bénéficier de l'essor que connaît l'Afrique, elle doit passer par la porte d'entrée du Maroc via effectivement l'écosystème implanté dans l'écosystème bancaire, des assurances, des télécoms, et aussi par rapport à toute la diplomatie religieuse et la proximité qu'a le Maroc avec nos partenaires subsahariens. Donc c'est ça un petit peu le rapport que l'on veut établir pour qu'on ait encore une fois une force de frappe de négociation avec l'Union européenne, qu'elle soit beaucoup plus pesante et entendue. Justement, quand on parle de cette force de frappe, on va dire de ce Maroc qui est aujourd'hui un hub, une plateforme d'échange, un carrefour d'échange, porte de l'Afrique, diversification de partenariats, donc un certain nombre en tout cas d'efforts qui sont déployés, de grands projets qui sont structurants, notamment la vision atlantique, la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui redonne au Maroc cette position forte et aussi une vision stratégique pour aider nos pays frères africains. Bien sûr. Bien sûr, il est clair que nous voyons que la France perd en crédibilité diplomatique et politique dans les pays du Sahel et surtout en Afrique subsaharienne de manière générale. Et le fait que le Maroc, du fait de son aura, de son rapprochement avec les pays voisins, peut effectivement aider la France à mieux se positionner dans ces pays-là. Le projet atlantique pour effectivement désenclaver les pays du Sahel en créant une route terrestre pour acheminer les marchandises de ces pays-là vers le port de Dakhla est aussi une manifestation, est aussi une invitation à nos partenaires de s'investir dans ce projet-là. Le pipeline de gaz qui va relier le Nigeria jusqu'au Maroc, qui va transiter l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest pour alimenter le gaz nigérian jusqu'à l'Union européenne, c'est aussi un projet structurant qui non seulement va bénéficier aux pays européens, mais aussi à l'Europe. Donc l'idée générale, c'est que tous les pays africains, mais aussi à l'Europe. Donc l'idée générale, c'est que le Maroc joue un rôle pour que l'Europe ait un accès aux matières premières de manière plus diversifiée, et qu'elles soient moins dépendantes, par exemple, du gaz algérien ou du gaz russe. Et c'est ça, effectivement, la vision stratégique et le devenir du positionnement marocain qui va être beaucoup plus fort. Le Maroc aide aussi l'Union européenne à, effectivement, diversifier l'accès de ces matières premières. Et c'est la raison pour laquelle l'Union européenne compte beaucoup au Maroc pour soutenir son développement par rapport à l'ensemble de ces secteurs d'activité.
Et comment justement ce partenariat qui est historique, comment stratégiquement parlant est-il aujourd'hui perçu? Quelle perspective d'avenir? Vers où va-t-on? Vous l'avez dit dernièrement, il y a eu donc, cette affaire concernant les jantes en aluminium, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de bonnes choses également. Donc vers où va-t-on aujourd'hui dans cette alliance économique et commerciale avec les pays européens? La tache noire, c'est effectivement cette imposition de droits effectivement compensatoires sur les jantes en aluminium. Il y a aussi d'autres perspectives, d'autres alliances qui sont très stratégiques et qui sont porteurs d'un développement et d'un avenir prospère. Je rappelle les projets sur l'hydrogène vert. Plusieurs entreprises allemandes, françaises et espagnoles ont effectivement signé une convention avec le gouvernement marocain pour l'implantation d'usines, pour que le Maroc soit effectivement le leader dans l'hydrogène vert et aussi dans la production de l'ammoniac vert. Donc nous sommes en train de travailler sur des secteurs, sur la transition énergétique qui sont effectivement des secteurs de demain, des secteurs du futur et qui ne peut que nous amener à un renforcement de cette interdépendance économique et politique entre les deux rives de la Méditerranée. Vous l'avez dit, on est en train de travailler sur le développement de certains secteurs aujourd'hui stratégiques, des secteurs clés, mais aussi au vu de la difficulté climatique et de la sécheresse devenue structurelle au Maroc, on essaie de s'affranchir un petit peu de cette dépendance qu'on a vis-à-vis de l'exportation des produits agricoles et diversifier un petit peu également notre industrie locale. D'ailleurs, dans ce sens, par rapport au dernier salon du SIAM, l'ambassadeur de l'Union européenne a signé une convention pour effectivement nous acheminer vers un partenariat beaucoup plus soutenu, un partenariat vert, afin que l'on puisse nous investir encore plus dans la recherche et développement, en établissant des alliances avec les universités européennes et marocaines pour trouver des solutions pour optimiser l'eau, pour effectivement atténuer l'impact des nappes phréatiques et pour nous acheminer vers une agriculture qui soit environnementale, qui prend en considération les aléas climatiques, et cela va renforcer le partenariat entre ces deux pays. Donc ça s'est concrétisé par un don de 200 millions de dollars et aussi un investissement de 400 millions de dollars. Donc c'est un signal d'une confiance supplémentaire que place l'Union européenne vis-à-vis du partenaire marocain, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Merci à vous pour cette analyse et ce décryptage, Monsieur Mohamed Benchkroun. Je rappelle que vous êtes professeur au South Europe College. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Eco. Le plaisir est renouvelé. Merci infiniment. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.